Quand on s'intéresse au mécanisme d'écriture, on se rend vite compte qu'il existe au moins deux sortes d'auteurs. Les jardiniers, qui débutent l'écriture de leur histoire par le premier chapitre et ne savent pas comment tout cela va finir, et les architectes, qui n'écrivent rien sans savoir comment leur récit va s'achever. L'auteur débutant est par essence un jardinier. L'envie d'écrire le pousse à prendre la plume et il déroule son histoire comme s'il regardait un spectacle ou lisait un de ses romans préférés. Cet écrivain ne sait rien des us et coutumes d'une rédaction réussie et ne connaît aucune des règles qui font une narration professionnelle. Il se retrouve devant une feuille blanche avec pour seul challenge de la remplir par n'importe quel moyen scriptural. Il ressent rapidement la satisfaction que génère la création. Sous sa plume, un héros prend vie, puis un décor, des objets, des personnages et enfin un monde entier qui va servir de support à son récit. Ce travail est grisant, mais rapidement il devient contraignant. L'écrivain débutant compare les quelques pages du roman ou du scénario qu'il vient de produire avec ceux qu'il connaît déjà et se rend compte que l'écriture est un travail de longue haleine. C'est à ce moment-là que le jardinier perçoit le premier appel de l'architecture. Il découvre qu'il va devoir faire un plan pour mener à bien son projet d'écriture. Beaucoup ignorent cet appel et continuent à aligner des mots sur de nouvelles pages blanches jusqu'au moment où ils déterminent qu'ils en ont suffisamment rempli pour déclarer qu'ils sont devenus l'auteur d'un roman, d'un scénario, d'une nouvelle ou même d'une trilogie. D'autres décident de revenir en arrière pour mieux documenter leur histoire avant de poursuivre leur chemin. Ce n'est pas encore de l'architecture, mais la création de fiches de personnages, de décors, de cartes du monde, de devises monétaires, de religions, démontre un certain esprit d'organisation qui pousse l'auteur vers l'architecture. Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, mais vous ne savez pas si vous êtes jardinier ou architecte, on se retrouve tout de suite après ça. Il n'est point de vent favorable pour qui ne sait en quel port se rendre. Cette citation de Sénèque, un philosophe romain contemporain de Jésus-Christ, pourrait être la feuille de route de mes propos d'aujourd'hui. Il faut voir dans cette métaphore maritime ce qui sépare précisément l'architecture du jardinage. L'architecte décide de sa destination et manœuvre uniquement pour se rapprocher de son objectif, quand le jardinier préfère se laisser porter par les eaux et profite du moindre courant d'air, même contraire à ses directions. L'architecte, en définissant la fin de son histoire avant de la commencer, sait pertinemment où il veut se rendre et formate tout son travail dans ce sens. A contrario, le jardinier débute avec son personnage principal et définit son histoire à partir de celui-ci. Son protagoniste est le centre de tout. Le thème de l'histoire, c'est ses aventures. Celui-ci peut lui échapper totalement lorsque le protagoniste décide d'en faire qu'à sa tête. Le jardinier se laisse alors porter par le courant. De l'autre côté, en portant la casquette du capitaine de son histoire, l'architecte prend toutes les décisions. Comme chaque décision est aussi un renoncement, il ferme au fur et à mesure de son écrit un certain nombre de portes qui pourraient devenir des digressions. La structure de son histoire est intrinsèquement équivalente à celle d'un entonnoir dont l'auteur connaît parfaitement l'extrémité. L'architecte définit le thème principal de son histoire et ajuste ses personnages pour le rendre intéressant. Le protagoniste est donc créé pour mettre en scène ce thème, sa nature, ses réactions, son caractère, son évolution sont créés pour cadrer avec le thème choisi par l'auteur. Dans ce cas, c'est les personnages qui s'adaptent à l'histoire. Ce qui est vrai pour les personnages est vrai pour tout le contenu d'une narration créée par un architecte. Les lieux, les décors, les figurants, les lois, les croyances servent à l'interprétation du thème principal de l'histoire. Il en est de même pour les conflits et intrigues qui tournent autour des valeurs morales et philosophiques choisies par l'écrivain. Tout est finement ciselé pour servir le récit. Il est souvent reproché à l'architecte d'avoir fermé trop de portes dans son histoire, donnant à son audience l'impression d'avoir botté en touche sur un certain nombre de sujets. Si le capitaine ne se préoccupe que d'acheminer vers le port ses passagers, ceux-ci voient parfois des sirènes ou des dauphins au loin qu'ils aimeraient bien rejoindre. Des objectifs qu'un jardinier plus ouvert aux digressions en tout genre aurait sûrement traités. Si j'œuvre dans cette série d'émissions à la promotion de l'architecture, il serait idiot pour moi de négliger les possibilités narratives offertes par le jardinage. S'ils ne savent pas où aller, les jardiniers sont également d'excellents conteurs. Même si l'improvisation maritime pourrait logiquement les pousser à s'échouer sur une plage,
ils savent quand même utiliser les vagues et le vent pour trouver une façon intéressante de voyager qui tient principalement en un seul mot, la sérendipité. La sérendipité est une philosophie de vie ouverte à l'improvisation basée sur un conte persan publié en 1557 par un imprimeur phénicien. La pérégrination des 3 jeunes fils du roi de Serendip, parvenue jusqu'à nous sous le titre « Les 3 princes de Serendip ». Dans cette histoire, les princes du royaume de Serendip, l'ancien nom du Sri Lanka, ne cessent de trouver par hasard des indices anodins sans rapport avec leur voyage, mais nécessaires au final à l'obtention d'un trésor. En découvrant des richesses sans les avoir recherchées, ces 3 princes ressemblent au jardinier qui trouve une bonne histoire en suivant le cheminement de son esprit. La sérendipité est par nature une récompense interdite aux architectes, tout particulièrement ceux qui n'utilisent pas la stratégie du bac à sable. Nous aurons l'occasion d'en parler ici plus tard. Cette improvisation, cette expérimentation fait toute la valeur du jardinage. L'autre grande différence entre l'architecture et le jardinage, c'est la perspective vis-à-vis du fond et de la forme. Le jardinier débutant son travail avec l'écriture de son manuscrit a tendance à se concentrer sur la forme, là où l'architecte se concentre plutôt sur le fond. Après avoir défini son objectif final, l'architecte travaille la scénarisation de son histoire, sa documentation et parfois même le contenu de chaque chapitre avant d'entamer l'écriture de son premier jet. Le jardinier, lui, essaye de donner un sens à son histoire, un fond, lors des multiples réécritures de son manuscrit. Le travail réalisé elle-même, au final. Mais encore une fois, le point de vue de ces 2 types d'auteurs est divergent. Il existe également une différence d'approche en termes de rhétorique. Je parle du logos, du pathos et de l'éthos, ces 3 valeurs du discours chères à Aristote. Le jardinier entre dans son histoire par le pathos, s'occupant ensuite, lors de sa réécriture, de l'éthos et du logos. L'architecte, lui, aborde en premier lieu le logos pour scénariser, se documente sur l'éthos et enfin s'occupe du pathos lors de son écriture. Alors, êtes-vous jardinier ou architecte? Si vous ne savez pas encore répondre à cette question, laissez-moi vous présenter les 2 archétypes les plus connus de ces 2 courants de pensée que sont Stephen King et George R.R. Martin. Dois-je vraiment présenter Stephen King? C'est l'un des auteurs les plus connus au monde et aussi le plus adapté à l'audiovisuel. Mais pour ceux qui vivent habituellement au fin fond d'un bunker, je vais quand même essayer. À ma droite, Stephen King publie son premier roman en 1974 et devient célèbre pour ses récits de style fantastique et horrifique. Il a écrit et publié plus de 60 romans et plus de 200 nouvelles. Il s'est également essayé dans les genres de la fantasy, la science-fiction et les romans policiers. Ses livres se sont vendus à plus de 350 millions d'exemplaires à travers le monde. C'est le plus célèbre et prolifique des jardiniers. À ma gauche, George R.R. Martin est un écrivain américain de science-fiction et de fantasy, également scénariste et producteur de télévision. Son œuvre la plus célèbre est la série de romans A Song of Ice and Fire, plus connue en France sous le titre Le Trône de Fer. Cette saga a été adaptée à la télévision par HBO sous le signe Game of Thrones. Il a beaucoup travaillé comme scénariste pour l'audiovisuel et c'est de son côté le représentant parfait de l'architecte. Mis à part le fait que ces 2 auteurs sont aussi exemplaires qu'éminemment célèbres, il est intéressant de savoir qu'ils ont participé en 2016 à un événement où justement ils ont pu échanger leur point de vue sur l'écriture. Dès les premières secondes de cet échange où l'on voit arriver les 2 hommes, le ton est donné. George R.R. Martin arrive avec un petit dossier où se trouvent résumées ses questions, alors que Stephen King se présente les mains dans les poches. Stephen King continue en racontant des anecdotes sur sa vie personnelle et fait monter l'ambiance auprès du public en utilisant toutes les formes du pathos. George R.R. Martin utilise un discours d'expert, définissant des genres littéraires, des dates, des citations, tout ce que l'éthos et le logos peuvent lui fournir en termes de discours. Parmi les différentes questions posées ce jour-là, George R.R. Martin ne peut s'empêcher d'évoquer une autre différence de taille entre l'architecte et le jardinier. How the fuck do you write so many books so fast? I think, I've had a really good 6 months. I've written 3 chapters and you've finished 3 books in that time. C'est vrai que le jardinage débutant avec l'écriture du premier jet est réellement compétitif quand on parle de délai. Stephen King est connu pour être accro à l'écriture, travaillant au rythme d'au moins 6 pages par jour tous les jours de l'année.
Quand on y ajoute 4 heures de lecture quotidienne, on se rend compte que le succès de cet auteur n'est pas dû au hasard. C'est vrai que les jardiniers sont habituellement plus productifs que les architectes, mais une bonne préparation peut quand même vous permettre d'écrire de façon efficace en supprimant une bonne part du travail de réécriture. Nous en reparlerons ici lors d'un prochain épisode. George R.R. Martin n'est pas connu pour être le plus compétitif des écrivains, même si ses manuscrits sont parmi les plus documentés. On comprend donc sa légère exaspération face à son confrère bien plus productif que lui. Vous pouvez regarder l'intégrale de cette rencontre entre les deux géants de la littérature en suivant le lien ci-dessus. C'est bigrement intéressant de voir ces deux hommes au sommet de leur art en train de parler boutique. Si vous comprenez l'anglais, la visualisation de cette rencontre est une expérience que je vous conseille chaleureusement. L'écriture n'est pas une activité qui peut se résumer en deux couleurs, noire ou blanche. C'est certainement pour vous une valeur de gris. Vous n'êtes pas architecte ou jardinier, mais un peu des deux. Il n'existe pas de meilleure méthode pour écrire que la vôtre. Si vous êtes motivé, exigeant et travailleur, vous pouvez tout à fait devenir un écrivain professionnel, quelle que soit votre approche de la narration. Si vous êtes plutôt jardinier, vous pourrez quand même vous inspirer des méthodes d'architecture pour améliorer votre plume. Et si vous penchez pour l'architecture, vous devriez apprendre à vous reposer de temps en temps sur l'émotion et la sérendipité pour enrichir votre discours. C'est dans ce cadre que je vous invite à suivre mes conseils, que vous soyez architecte ou jardinier. Conseils d'architecture à l'usage des écrivains est une série de vidéos destinées aux romanciers et scénaristes, à tous ceux qui écrivent des histoires. Elles sont basées sur le contenu de divers ouvrages parlant de narratologie rédigés par les meilleurs spécialistes du genre. Chaque thème est évoqué en quelques minutes. Ces conseils sont simples, logiques, on enfonce parfois des portes ouvertes, mais comme le disait Charles Maurice de Talleyrand, si cela va sans le dire, cela ira encore mieux en le disant. Si vous vous intéressez à la science de la narration, abonnez-vous, likez cette vidéo et rendez-vous au prochain épisode.